Commençons sans plus attendre. Chapitre 1. Je m'appelle Saul Chevalindien. Je suis le fils de Marie Mandamine et de John Chevalindien. Mon grand-père se nommait Solomon et mon prénom est un diminutif du sien. Nous appartenons au clan du poisson des Ojibwe du Nord, au Anishinabeg dans notre langue. Nous occupons les territoires qui longent la rivière Winnipeg, là où elle s'évase avant de franchir la frontière du Manitoba, passer le lac des Bois et la rue des Chines du nord de l'Ontario. On raconte que nos pommettes sont taillées dans les crêtes de granit qui dominent notre terre natale. On raconte que nous avons les yeux bruns foncés à cause du sointement de la terre féconde qui entoure les lacs et les marécages. Les anciens affirment que nos longs cheveux droits dérivent des herbes ondulantes qui bordent les baies. Nos mains et nos pieds sont larges, plats et forts, tels les pattes d'un ours. Nos ancêtres ont appris à parcourir avec aisance les territoires que les Zunagouches, les hommes blancs venus après nous, ont redoutés, tant ils ont eu besoin de notre aide pour y naviguer. Notre parole roule et cascade comme les rivières qui nous servent de route. Nos légendes révèlent que nous sommes issus du sein de la terre-mère, appelée Aki. Nous jaillissons intacts, le cœur d'Aki battant dans nos oreilles, prêt à la défendre et à la protéger. Quand je suis né, les nôtres parlaient encore cette langue. Nous ne nous étions pas encore soustraits à l'influence de nos légendes. Cette frontière, ma génération l'a franchie et nous rêvons d'un retour inaccompli. Les gens ici tiennent mordicus à ce que je raconte mon histoire. Ils disent que je ne saurai où je vais qu'à condition de savoir d'où je viens. Les réponses sont en moi, soutiennent-ils. En racontant leur histoire, les ivrognes invétérés, tels que moi, réussissent parfois à se délivrer de la bouteille et de la vie qui les a conduits à elle. Je me moque de tout ça comme de l'an 40, mais si c'est la condition de libération plus rapide, je vais la raconter, mon histoire. Je suis ici à l'initiative des travailleurs sociaux de l'hôpital. Aube Nouvelle, un centre de traitement, comme on dit. Les conseillers affirment que le Créateur ainsi que les grands-mères et les grands-pères veulent que je vive. Ils en disent des choses. En fait, ils parlent sans arrêt et s'attendent à ce que nous devenions comme eux. Ils restent assis, l'œil brillant, humide et débordant d'espoir, et ils s'imaginent que leur attente nous échappe. Les yeux rivés sur mes chaussures, je sens leur impatience. C'est ce qu'ils appellent « partager ». L'un des anciens principes tribaux des Ojibwe, répète-t-il. La réunion de plusieurs cœurs qui battent à l'unisson nous rend plus forts. Il s'agit de la raison d'être des cercles de partage. Nous sommes au moins une trentaine ici, des hommes en peine, de la fin de l'adolescence jusqu'à dans la trentaine, comme moi, et une femme si vieille qu'elle ne peut plus parler. Nous passons nos journées en cercle. Parler me fatigue, me lasse, me donne envie de boire, mais je tiens le coup. Et quand mon conseiller attitré, Mossus, me convoque dans son bureau pour un tête-à-tête, je tiens le coup aussi. Je suis ici depuis un mois. Avant, j'ai passé 6 semaines à l'hôpital, ma plus longue période de sobriété depuis des années. Ce séjour n'est donc pas tout à fait inutile. Mon corps me semble plus fort, j'ai les idées claires, je mange avec appétit. Mais disent-ils, le moment est venu de passer aux choses les plus difficiles. Pour vivre en paix avec nous-mêmes, nous devons raconter notre histoire. Je ne peux pas raconter la mienne dans le cercle. Ça, au moins, je le sais. Il y a trop de tri à faire. Les rares fois où j'ai ouvert la bouche, j'ai vu les plus jeunes gigoter sur leur chaise. Ils ne me croient pas. Ou alors mes propos les mettent en colère. De toute façon, je ne peux pas parler dans un tel contexte. Moses m'a donné la permission de mettre les choses par écrit. C'est ce que je vais faire. Puis, je poursuivrai ma vie, quelque part. Nous avons des rites et des cérémonies qui ont pour but de nous donner des visions. Je n'y ai jamais participé, mais j'ai vu des choses. J'ai été soulevé, sorti du monde matériel et emmené dans un espace-temps au rythme différent. Sans sortir des limites de notre bas monde, j'avais les yeux d'un homme né dans une autre dimension. Nos sorciers diraient de moi que je suis un voyant, mais j'étais l'esclave d'un pouvoir que je n'ai jamais compris. Mon don m'a abandonné il y a des années et sa perte a été mon plus grand chagrin. J'ai parfois l'impression que, depuis, je m'emploie à le récupérer. Voilà, chapitre 1. Chapitre 2. Je n'étais pas là lorsque le premier cheval indien est débarqué chez nous, mais enfant, on m'a raconté l'histoire si souvent que c'était comme si je l'avais vécu. Le cheval était étranger aux Ojibwe. Notre air était une chose indomptée, composée de lacs, de rivières, de tourbières et de marécages entourés par des citadelles de buissons et de rochers, dans l'enchevêtrement labyrinthique du pays.
Nul besoin de cartes pour s'y retrouver. Nous appartenons au Manitou, le lynx, le loup, le carcajou, l'ours, la grue, l'aigle, l'esturgeon, le chevreuil et l'orignal partageaient notre temps et notre espace. Le cheval était un esprit chien conçu pour parcourir de grands espaces. Dans notre vieille langue, il n'y avait pas de mot pour désigner cet animal, jusqu'au jour où mon arrière-grand-père en a ramené un du Manitoba. Lorsque le soleil était chaud et que dans le bruissellement des feuilles, on entendait le vent chanter, les nôtres disaient que les Mai Guayesuk, les esprits de l'eau, dansaient. C'était ce jour-là, étincelant. Les yeux des esprits se reflétaient sur l'eau. Un jour de la fin de l'hiver, mon arrière-grand-père, ignorant la morsure du vent du nord, s'était aventuré vers l'ouest et les terres de nos cousins, les Ojibwés des plaines. Il avait pour nom Chabot-Gaysik, ciel penché. Il était sorcier et trappeur, parce qu'il passait beaucoup de temps sur la terre. La terre lui racontait des choses, lui parlait des mystères et des enseignements. On raconte qu'il avait le pouvoir de communiquer par la pensée, possédait le grand don des premiers maîtres, médecine puissante qui lui permettait de transmettre des enseignements vitaux à des gens séparés par de formidables distances. Chabot-Gaysik a été l'un des derniers à revendiquer son énergie avant que l'histoire la foule aux pieds. Un jour, cette terre l'a appelé et il est parti sans dire un mot. Personne ne s'est inquiété. C'était fréquent pour lui. Quand, par un après-midi de la fin du printemps, il a surgi de la forêt venant de l'est, il tenait un étrange animal noir par un licou en corde. N'ayant jamais vu une telle créature, les nôtres ont pris peur. Massive. Aussi grande qu'un orignal, mais sans bois. Le bruit de ses sabots sur le sol rappelait celui des tambours. Comme un grand vent qui s'infiltre dans une fissure entre deux rochers. Les autres ont reculé devant la bête. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ont-ils demandé. « Ça se mange? Pourquoi cet animal marche-t-il à côté d'un homme? C'est un chien? C'est un grand-père égaré? » Les gens avaient beaucoup de questions. Nul n'approchait l'animal. Quand il a baissé la tête et s'est mis à brouter, les nôtres ont laissé entendre un hoquet collectif. « C'est comme un chevreuil. Il est aussi doux qu'un washkisi. C'est un cheval, » expliquait Chabot-Gaysik. Là où vivent nos cousins, il s'en sert pour parcourir de longues distances, transporter des charges trop lourdes pour les hommes et annoncer la présence des zones à gauche avant qu'ils s'apparaissent. Cheval, ont répété les nôtres à l'unisson. L'animal levant la tête a henni et ils ont eu peur. « Il se moque-t-il de nous? » ont-ils demandé. « Il s'annonce, » a répondu Chabot-Gaysik. Il est porteur de grands enseignements. Il avait apporté l'animal à bord d'un train et marché les 50 km qui séparaient la gare de notre campement sur la rivière Winnipeg. C'était un percheron, un cheval de trait, une bête faite pour travailler. Et Chabot-Gaysik a enseigné aux autres à lui passer le licou, à le gréer de courroies fabriquées à l'aide de racines de cèdre et de cordes venant de postes de traite pour lui faire tirer sur des kilomètres de forêt des carcasses d'orignal et d'ours. Les enfants ont appris à monter sur son large dos. Le cheval remorquait des traîneaux lestés d'anciens dans les neiges profondes de l'hiver et permettait aux hommes d'abattre des arbres et de les transporter jusqu'à la rivière où, pour de l'argent, il les faisait flotter jusqu'au moulin assis. Le cheval était effectivement un cadeau et il l'appelait Kichi Animouche, grand chien. Puis un jour, Chabot-Gaysik a fait venir tout le monde sur les rochers qui enseignent, là où les anciens dessinaient les récits sur la pierre. On ne convoquait les gens sur ces rochers sacrés que pour leur communiquer des informations vitales. Aujourd'hui, plus personne ne sait où cet endroit se trouve. Parmi toutes les choses qui allaient mourir à la faveur des changements à venir, le chemin qui mène à ce lieu sacré représente peut-être la perte la plus tragique. Chabot-Gaysik est venu avec Kichi Animouche et pendant que mon grand-père parlait, Cheval mordillait le succulent feuillage des trembles. Lorsque le cheval m'a appelé la première fois, je n'ai pas compris son message, aura dit Chabot-Gaysik. Je n'avais encore jamais entendu cette voix, mais nos cousins des plaines m'ont parlé de la bonté de cet être. Et pendant des jours et des jours, j'ai jeûné et prié dans la surie pour apprendre à parler avec lui. Quand je suis sorti de la surie, ce cheval était là. J'ai arpenté les plaines avec lui et le cheval m'a transmis ses enseignements. Un grand changement s'annonce. Il viendra à la vitesse de la lumière et brûlera nos vies. C'est ce que m'a confié Cheval sous la grande vasque du ciel. Les gens verront de nombreuses choses qu'ils n'ont encore jamais vues. Et je ne suis que l'une d'elles. Voilà ce qu'il m'a dit. Quand les
Gush sont venus, ils ont emmené le cheval. Aux yeux des gens, le cheval était unique. Ils ont cherché à acquérir sa médecine. Monter sur un de ces esprits, courser contre le vent avec lui, c'était un honneur. Mais pour les Zonagouche, il s'agissait d'un vol, d'un comportement digne de moins que rien, et ils nous ont apporté leurs voleurs de chevaux. Le changement qui nous attend prendra de multiples formes, celles d'images mystérieuses à nos yeux, de sons grinçants à nos oreilles, de façons de penser qui exploseront comme le tonnerre dans nos cœurs et nos esprits. Mais nous devons apprendre à monter tous les chevaux du changement. C'est ce que nous ordonne l'avenir et notre survie en dépend. Tel est l'enseignement spirituel du cheval. Les gens n'ont su quel sens donner à ces paroles. Les propos de Shabugeisik les ont effrayés, mais ils avaient confiance en lui et ils en étaient venus à aimer Kichi-Animush. Alors ils ont bien pris soin de lui, se sont procurés en échange d'autres biens du grain et du foin, de qualité au chemin de fer. Les enfants montaient sur lui pour le garder en forme. Quand les hommes du traité nous ont trouvés dans le campement isolé, ils nous ont fait signer nos noms dans le registre. Ils ont été surpris de voir le cheval. Quand ils nous ont demandé comment il était arrivé là, les gens ont montré Shabugeisik. Et ce sont les Zonagouche qui lui ont donné le nom de cheval indien. Il est resté dans la famille. Chapitre 3. Tout ce que je savais d'Indien. Pardon. Voilà. Tout ce que je savais d'Indien est mort. Tout ce que je savais d'Indien est mort à l'hiver 1961, celui de mes 8 ans. Ma grand-mère, Naomi, était très vieille à l'époque. C'était la matriarche de la petite bande où je suis né. Dans ce temps-là, nous vivons dans la forêt. Nous avions peu de contact avec d'autres, sauf les Zonagouche du comptoir Northern, à Minaki, à qui nous vendions nos fourrures et nos petits fruits. De loin en loin, des bandes d'Indiens nomades tombaient sur nos campements. Au moindre signe de l'approche d'un inconnu, ma grand-mère nous cachait au milieu des arbres, mon frère Benjamin et moi. Nous y restions jusqu'au départ de l'intrus, au besoin, pendant un jour ou deux. Un spectre hantait notre campement. Nous apercevions l'ombre de cet être funeste dans les rides du visage de notre mère. Parfois, elle se blottissait auprès du feu, où elle serrait et desserrait les poings, ses yeux pareils à des lunes noires, dans la lumière des flammes. Dans ces moments-là, elle restait muette, inconsolable. Je m'avançais vers elle et je lui prenais la main, mais elle ne remarquait même pas ma présence. On l'aurait dit, sous l'emprise d'une médecine puissante, qu'aucun chaman n'avait le pouvoir de contrecarrer. Ce spectre se voyait chez d'autres adultes, mon père, ma tante et mon oncle. Mais c'est chez ma mère que sa présence nous effrayait le plus. Le pensionnat, chuchotait-elle dans ces moments-là. Le pensionnat! C'était le pensionnat que Naomi nous cachait. C'était le pensionnat qui avait obligé ma mère à se replier sur elle-même au point où, pour le monde extérieur, elle cessait parfois d'exister. Sous les yeux de Naomi, les adultes de notre campement, quand ils étaient enfants, avaient été enlevés. Ils étaient rentrés, lestés d'un chagrin inaccessible. À la mort de mon grand-père, ma grand-mère avait ramené sa famille sur la terre des ancêtres, dans l'espoir que le mode de vie des Ojibwe les guérirait, allégerait leur souffrance. Outre mon frère, il y avait une sœur que je n'ai jamais rencontrée. Elle s'appelait Rachel. L'année précédant ma naissance, elle a disparu, à l'âge de 6 ans. Les Onagouche sont venus de l'autre rive, nous a raconté notre grand-mère, à Benjamin et à moi, un jour que nous étions cachés parmi les arbres. C'était la fin du mois d'août et nous revenions à la rivière après avoir passé l'été dans notre campement du One Man Lake. Nos canaux débordaient de petits fruits. Nous avions le projet de nous rendre à Minaki pour les vendre et acheter des fournitures pour l'hiver. Je n'ai jamais pensé que les Onagouche viendraient à l'aube. Moi, j'ai toujours cru que les Onagouche faisaient la grasse matinée, comme de vieux ours bedonnants. Mais ils sont entrés dans notre campement et j'ai mis ma robe sur Benjamin, qui était tout petit, et je l'ai caché. Mais ils ont trouvé Rachel et l'ont emmenée dans leur bateau. Je les ai observés depuis les rochers. Eux, ils avaient un bateau à moteur. Quand, après un coup de la rivière, ils ont disparu, j'ai songé à la vitesse à laquelle les choses disparaissent parfois. Les cris de la petite restaient en suspension, comme la fumée d'un feu de bois vert. Pardon. Quand ils ont fini par disparaître, il n'est plus resté que le sillage de ce bateau qui roulait sur les galets à mes pieds. C'est tout ce qu'il me reste d'elle aujourd'hui, le clapotis de l'eau sur les galets.
Chaque fois que j'entends ce son, je songe à l'aube où les hommes blancs sont venus nous voler Rachel. À l'approche des hommes blancs, nous nous cachions donc. Benjamin et moi avions l'ouïe fine de ceux qui vivent dans la forêt. En attendant le bourdonnement d'un moteur, nous avions le réflexe de disparaître. Nous prenions la vieille femme par la main et nous filons entre les arbres, où nous trouvions un endroit où nous terrer jusqu'à ce que le danger soit passé. J'ai appris l'anglais en même temps que le Ojibwe. Mon père m'a appris à lire dans des livres écrits par des Onagouches. M'a appris à prononcer les sons qui correspondaient aux lettres en me guidant du bout de son doigt. Il me semblait dur, les mots des hommes blancs, tranchants et pointus sur ma langue. La vieille Naomi, opposée à cette idée, avait tenté de jeter les livres dans les flammes. Ils ont plusieurs manières de venir, ces Onagouches, disait-elle. Leur parler et leur histoire peuvent vous enlever aussi vite que leur bateau. J'ai donc grandi dans la crainte de l'homme blanc. Les faits m'ont donné raison. En 1957, l'année de mes 4 ans, ils ont pris mon frère Benjamin. La vieille femme et moi ramassions des racines dans une clairière derrière les arbres qui bordaient la rivière. Les hommes et mon frère installaient des filets au pied des rapides. L'avion est venu de l'ouest et nous l'avions entendu trop tard. Naomi et moi avons trouvé une crevasse dans les rochers. Les hommes et mon frère n'avaient nulle part où aller. L'avion leur bloquait le chemin. Sortis en rampant de la crevasse entre les rochers, nous avons vu les occupants de l'avion mettre une embarcation à l'eau et forcer le canot de ma famille à gagner l'autre rive. Ils avaient des fusils, ces Onagouches. Sinon, mon père et mon oncle les auraient repoussés et nous aurions trouvé refuge dans l'arrière-pays. Mais ils ont pris mon frère sous la menace de leurs armes et ils l'ont fait monter dans leur avion. Ma mère s'est effondrée sur le long rocher plat qui s'avance dans la rivière, près de notre campement. Personne n'a pu la bouger de là. Elle est restée à cet endroit pendant 4 jours, et ce sont les premières pluies froides d'automne qui l'ont forcée à se relever et à se réfugier auprès du feu. Je l'avais perdue, c'était évident. Ayant pleuré pendant des jours, elle était émaciée et épuisée, sa peau comme une tente sur ses os. Quand il a disparu, Benjamin a emporté avec lui une partie d'elle, et rien ni personne n'a pu combler ce vide. Mon père a essayé, il ne l'a pas quitté pendant des semaines. Maintenant qu'elle avait perdu 2 enfants, les seuls mots qu'elle prononçait c'était « le pensionnat ». Il faisait comme une meurtrissure dans l'air. Ces mots. Il a donc laissé. Lui et mon oncle ont descendu la rivière pour vendre les baies. Quand ils sont revenus, ils étaient avec l'homme blanc dans des bouteilles brunes. Les esprits, disait Naomi. Les mauvais esprits. À cause de ces esprits, les adultes avaient de drôles de mouvements saccadés et leurs mots s'en mêlaient. Je m'endormais au milieu de rires maléfiques. Parfois, ma mère bondissait sur mes pieds et dansait autour du feu, et elle projetait sur les peaux de la tente les ombres d'un squelette. Je serrais ma tunique contre ma gorge et j'attendais le sommeil, là où mon frère avait dormi. Les nuits claires, la vieille femme et moi avions l'habitude de nous asseoir sur des rochers au bord de la rivière. Les étoiles tournaient comme des toupies au-dessus de nos têtes et les loups s'interpellaient. Naomi me racontait des histoires des temps anciens, me parlait de mon grand-père et des remèdes qu'il transportait. De bons remèdes, des remèdes Ojibwe. La rivière scintillait sous la lune du nord, serpentait. Dans son clapotis, j'entendais parfois des bribes de chansons dans la langue des Ojibwe. Des chants d'honneur qui s'élevaient au-dessus de la souffrance causée par l'absence de mon frère. La voix me soutenait, comme la main ferme et chaude de Naomi sur ma frêle épaule. Chapitre 4. Après la disparition de Benjamin, ma famille a quitté la forêt et les berges de la rivière. Un jour, nous avons pris le canot et abandonné notre campement. Ma grand-mère nous a accompagnés malgré son désaccord. Ma mère semblait presque immatérielle maintenant. J'étais toujours surpris de constater que ses pas laissaient des empreintes dans le sol. D'elle, il ne restait plus que de l'air. Ses yeux étaient vides et il marchait le dos voûté, comme une vieille femme. Mon père endurait la situation dans un silence empreint de stoïcisme. Mais il maniait la hache avec colère et ses coups de couteau lorsqu'ils écorchaient un chevreuil avec quelque chose de brutal. Cette énergie, si lourde et si épaisse, était à l'opposé de celle de ma mère. Mes parents, cependant, avaient pris goût à l'alcool des Onagouches. Nous avons quitté la forêt à sa poursuite. Nous avons suivi le whisky jusque dans les camps de transit ou sur des terres dont personne ne voulait, aux abords de villes forestières. Des métis se rassemblaient dans l'attente des journées de travail qu'on daignait parfois leur offrir. Du travail d'Indiens, c'est ce que disaient les habitants de ces villes. Des hommes et des garçons
s'enfonçait péniblement dans la forêt, où ils coupaient des arbres morts et les tiraient jusqu'à des clairières accessibles aux débusqueuses. Ils avaient pour tâche d'éliminer ces arbres bâtards qui compliquaient l'abattage des arbres de premier choix, réservés aux bûcherons blancs. Il n'y avait pas de scie à chaîne. Les Métis et les Indiens coupaient tout à la main, à l'aide de sciates et de haches. C'était un travail éreintant et mal payé. Les quelques dollars qu'ils apportaient étaient bu dans le temps de le dire. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans ces camps. La plupart avaient été enlevés par le gouvernement. Que personne ne soit venu me chercher témoigne de notre invisibilité bien plus que de notre bonne fortune. Tirant derrière moi une voiturette sur des routes boueuses et creusées d'ornières, j'ai traversé le village de Tente et gagné les limites désolées de la ville où habitaient les Blancs pauvres pour vendre le petit bois que nous, les enfants, cassions à la main. Les bois cassés. Voilà comment les zones à gauche des villes forestières nous appelaient, les bois cassés. Nos vies se résumaient à marcher péniblement d'un village de Tente au suivant. Parfois, nous trouvions une cabane recouverte de papier goudronné où nous faisions notre chez nous. Le plus souvent, toutefois, nous vivions dans les autres déplacés, dans des tentes de toile disposées autour d'un feu central. Nous mettions en commun la chaleur et le peu de nourriture que nous avions. J'ai appris à prendre des lièvres au collet et à voler des poules. Très tôt, j'ai appris à haïr l'odeur du soufre et à supporter la puanteur du chien rôti, ainsi que le piquant du thé à la gomme de sapin que nous buvions pour faire descendre les sandwichs au lard qui constituaient notre ordinaire. Naomi me racontait des histoires, me tenait loin des adultes quand ils étaient sous l'emprise de la boisson. Elle m'a appris à écorcher les marmottes et les écureuils que nous capturions parfois dans ces bois clairsemés. Nous avons passé l'hiver de 1960 à Reddit. C'est vraiment écrit Reddit. Là-bas, il y avait beaucoup de bois à couper pour les hommes. Nous avons réussi à acheter un poêle à bois pour notre tente et nous avons vécu les lunes de neige profondes dans un confort dont nous ignorons l'existence. Grâce à cette lueur d'espoir, mon père buvait moins. Nous avions plus d'argent pour acheter de la nourriture et j'ai cessé de casser les bouts des branches qui dépassaient de la neige pour les transporter dans ma voiturette. Au printemps, j'avais grandi. J'étais élastique et nerveux. Ce printemps-là, nous avions cueilli des champignons, des pousses vertes et des oignons sauvages. Un ruisseau allait d'un lac de tourbière à la rivière principale. Ma grand-mère m'a montré à attraper, à l'aide d'un sac en toile, les premiers poissons qui le remontaient pour frayer. J'ai appris à les vider à coups de couteau, rapides, et à utiliser leur entraille pour appâter les lignes que je laissais dériver dans le courant de la rivière. Nous faisions fumer ces poissons. Parfois, nous les faisions cuire dans le feu, entourés d'une couche de glaise. Ma grand-mère se servait de leur arête comme d'aiguille pour accommoder mes chemises en lambeaux. Pendant un moment, nous avons cru que nous pourrions nous faire une vie à la lisière de cette ville rudimentaire. L'été est venu. Presque tous les soirs, ma mère s'assoyait avec nous autour du feu, malgré la profonde tristesse qui l'habitait toujours. Chapitre 5. On a fait la moitié. En tout cas, la moitié des chapitres pour aujourd'hui. Et alors, Benjamin est sorti de la forêt. Il s'était enfui du pensionnat de Kenora. Des gens qu'il avait croisés lui ont appris où nous étions et il a suivi la voie ferrée qui montait vers le nord, puis la route. Reddit était à 100 km et il a fait tout le trajet à pied. Il était couvert de piqûres, de moustiques et émacié, plus grand que la dernière fois que nous l'avions vu. Ses cheveux étaient coupés ras et ses vêtements mal ajustés pendaient sur son corps à cause de tout le poids qu'il avait perdu durant son périple. Pendant un moment, personne n'a su qui il était. « Mère », a-t-il dit. Ma mère a surgi du désespoir dans une tempête de larmes et de rires. On a organisé une grande fête. Mon frère s'est assis auprès du feu, où on lui a servi notre ragoût un peu clair. Ma grand-mère a préparé de la bannique qu'elle a fait cuire sur une branche au-dessus des flammes. Je suis resté près de Benjamin pendant qu'il mangeait. Il était différent, et le changement ne se limitait pas à sa taille. Il y avait de la méfiance dans ses yeux, de la dureté dans son menton. En déchirant la bannique, ses mains tremblaient légèrement. « Saul » m'a-t-il dit en guise de salutation. Puis il avait hoché la tête avec fermeté. La présence d'expression adulte sur un visage d'enfant faisait une drôle d'impression. Puis il a toussé. La toux l'a secoué de part en part, l'a obligé à se plier en deux. Sous l'effort, son dos se soulevait et s'affaissait tour à tour. Les adultes ont reculé d'un pas, le visage craintif. Seule ma grand-mère s'est avancée vers lui. Elle l'a plaqué contre sa poitrine, a serré sa tête dans ses bras. Les quintes se sont peu à peu espacées.
Quand ils ont fait cesser, il avait le visage tout rouge et les larmes aux yeux. J'ai bien vu que cet épisode l'avait diminué. Collé à ma grand-mère, il a mis la main sur sa bouche et s'est efforcé de réguler sa respiration. Natou, nous a-t-elle dit. Il a attrapé ça au pensionnat. Les jours suivants, mon frère s'est reposé. Je mettrais des années à apprendre le nom de sa maladie, mais la tuberculose qu'il transportait dans ses poumons angoissait toute ma famille. Ma mère s'est une fois de plus recroquevillée sur son malheur. Mon père buvait avec abandon. Un soir, ma grand-mère, à force de cajolerie, nous a réunis autour du feu. Voilà ce qu'elle nous a dit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. L'atout tient fermement Benjamin dans ses griffes et je pense que les zones à gauche vont bientôt venir le chercher. Il reste aussi de trouver Saul et alors nous allons les perdre tous les deux. Nous devions nous rendre là où les hommes du gouvernement ne risquaient pas de les trouver, ajoutait ma grand-mère. Nous devions recommencer à vivre convenablement. Nous devions emmener Benjamin là où l'air et la terre apaiseraient son esprit. Il a 12 ans, a-t-elle dit. Saul en a 7. Ils sont assez vieux pour danser le manoumin, le riz sauvage, comme nos ancêtres. C'est ce qu'aurait souhaité leur grand-père. Nous allons au lac de Dieu. Personne n'a rouspété. Les paroles de la vieille femme ne laissaient place à aucune discussion. Nous avons entrepris les préparatifs du voyage. Mon père a utilisé sa dernière paye pour acheter 3 vieux canots de transport que ma grand-mère, mon oncle et lui ont colmatés avec de la gomme d'épinette chauffée sur le feu. Discrètement, la vieille femme a troqué le whisky de mon grand-père contre une carabine, des cartouches et 2 lourdes bassines en métal. Nous avons entassé dans les canots nos tentes et toute la nourriture que nous avions réussi à réunir. Et nous avons pagayé vers le lac de Dieu, là où la forêt est la plus dense. Ma grand-mère connaissait le pays, nous a guidés. De portage en portage jusqu'à la rivière Winnipeg, puis vers le nord, passé Minaki, et de nouveau vers l'est, au-delà de One Man Lake. Nous avons voyagé pendant 10 jours. Benjamin et moi étions assis au centre d'un des grands canaux. Avec ma grand-mère à l'arrière, nous avons franchi des hauts fonds et des rapides, débouchés sur de magnifiques plans d'eau. Un jour, des nuages bas ont laissé fuir une pluie fine qui mouchetait l'eau gris ardoise. Les grains de pluie étaient tièdes. Et Benjamin et moi les attrapions sur notre langue. Derrière nous, notre grand-mère riait aux éclats. Nos canots filaient sur l'eau sans presque la toucher. Et c'est le rivage qui donnait l'impression d'être en mouvement. Les rochers se dressaient en son sein, à la façon de cantiques, et les arbres s'élevaient en signe de louange, tels des doigts crochus. C'était magnifique. Ben éprouvait la même sensation. Il m'a fixé les larmes aux yeux et j'ai soutenu son regard pendant un long moment, m'abreuvant au visage de son frère. Quand il toussait, je posais la main sur son dos. Longtemps avant l'arrivée des zones à gauche, des chasseurs sont partis à la recherche de l'orignal tard en automne. L'eau portait la voix de la grand-mère et les 2 autres canots se sont rapprochés pour permettre aux adultes de l'entendre. Ils ont pris le chemin que nous suivons maintenant, et jamais ils n'avaient vu une telle force dans le pays. Les rochers donnaient l'impression de chanter pour eux. Dans ce temps-là, les nôtres se fiaient à leur intuition, à la force du grand esprit de la pensée, et les chasseurs ont découvert pas très loin d'ici un portage en terrain plat. Il les a menés dans une région marquée par des crêtes. Il était très difficile d'y marcher, mais ils ont suivi un petit ruisseau qui traversait le territoire. Puis le pays s'est renfermé derrière eux, comme la porte d'un wigwam. Ils éprouvaient l'immobilité du lieu dans leurs os, et certains avaient peur. À l'approche de l'hiver, le besoin de viande était si grand qu'ils ont quand même continué. Le ruisseau les a enfin déposés au bord d'un lac secret. Le rivage était étroit et descendait à pic, sauf à un endroit, où il s'élevait doucement à partir d'une tourbière peuplée de mélèzes. Sachant qu'il y aurait là des orignaux, les chasseurs ont repris courage. Ils ont exploré les environs à la recherche du lieu le plus propice au dépeçage du gibier. L'eau de ce lac était noire et immobile. Cependant, et le silence qui pesait sur lui rendait les chasseurs nerveux. Ils avaient la sensation d'être épiés depuis le couvert des arbres. Enfin, ils ont trouvé une falaise dont le gravier, en tombant, avait formé une large plage. Il y avait là-bas des eaux peu profondes où accoster, à l'abri d'un bon bosquet d'arbres et de fourrés d'osier. L'emplacement semblait idéal pour un campement. Ils ont échoué leur canot et, depuis la plage de galets, ils ont regardé autour d'eux. L'air était immobile. Ils avaient du mal à respirer et de plus en plus le sentiment d'être observés.
Ayant commencé à décharger les canots, les chasseurs ont entendu des rires et le roulement bas de voix qui parlaient dans la vieille langue, la langue des cérémonies. Mais il n'y avait personne, pendant que, pris de panique, ils pataugeaient dans les eaux peu profondes. Pressés de remettre les canots à flot, les rires, venus des arbres, ont fusé librement. Les poils se sont dressés sur la nuque des chasseurs, qui, tremblants, ont pagayé jusqu'à la tête du portage. On appelle ce lieu Manitou Gameng, et il est devenu le lac de Dieu le jour où les missionnaires des Onagouche ont entendu cette histoire. Personne ne pouvait rester là-bas. Chaque fois que des gens s'y essayaient, une puissante force les accablait et ils devaient s'enfuir. Mais Solomon a eu un rêve. Dans ce rêve, notre famille récoltait du riz sauvage au lac de Dieu et nous étions heureux. Et nous nous y sommes établis. Le ciel était d'un bleu vif, sans nuages. Nous nous y sommes donc rendus au printemps. Nous avons tenu une cérémonie sur les rochers, au pied de cette falaise, et nous avons chanté de vieux chants, récité des prières dans la vieille langue, préparé un festin et transporté des assiettes pour les esprits au milieu des arbres, et nous les avons laissés. Nous avons allumé un feu sacré dans lequel nous avons brûlé les restes du festin, et notre grand-mère a escaladé la paroi de la falaise et y a laissé du tabac en offrande. L'air est devenu plus léger, le vent a recommencé à souffler et il y a eu la paix. Mais depuis, personne d'autre n'a pu retourner là-bas. Seuls les membres de la famille Cheval Indien peuvent se rendre au lac de Dieu. C'est notre territoire. Le riz sauvage qui pousse au sud nous appartient et nous allons le récolter selon la méthode ancienne. Ce sera une autre offrande faite aux ancêtres. L'histoire nous a effrayés. Même les adultes qui l'avaient pourtant entendu plusieurs fois ont sombré dans le silence. Je me suis demandé ce qui allait nous arriver là-bas. Je me suis demandé si les esprits ou les Manitous du lac de Dieu auraient de la pitié et de la compassion pour nous, si nous prospérions sur ce territoire qui n'était qu'à nous. Chapitre 6. Nous sommes arrivés au lac de Dieu en début d'après-midi, un jour de la fin de l'été. C'était une vaste cuvette remplie d'encre noire, creusée dans le granit et bordée d'épinettes, de pins et de sapins. Sur le rivage, nous avons découvert, exactement comme ma grand-mère l'avait annoncé, de hauts cèdres, une tourbière peuplée de mélèzes et du côté sud, une large baie aux eaux peu profondes où le manoumine poussait en abondance. L'air au début était immobile, mais tandis que nous pagaillions vers le nord, où les falaises gris-blanc crachaient le gravier qui avait formé la plage, une brise s'est levée et nous avons entendu, venus des roseaux et des hauts-fonds, des chants d'oiseaux. Un couple d'aigles nous observait au sommet d'un vieux pin noueux. À notre approche, une ours et ses deux petits ont détalé. Ils ont galopé dans les fougères, puis dans la prairie avant de disparaître parmi les arbres. Il faisait chaud et le ciel était orné de petits nuages. Nous avons planté nos tentes dans une clairière. Chaque matin, en remontant le rabat de celle que nous partagions, mon frère et moi, je découvrais l'eau et la rive opposée, envahies par la brume, comme dans un rêve. Il y avait du gibier, du poisson et des petits fruits, et nous avons festoyé comme jamais auparavant. Nous étions séduits par la promesse du lieu. Ben a pris du mieux, assez pour m'aider à ramasser du petit bois et à tendre des lignes de pêche pour la nuit. M'accompagner jusqu'au sommet de la crête, d'où nous dominions toute la région. Le lac de Dieu semblait heureux de nous accueillir. Les semaines s'écoulaient, et à la fin de l'été, l'atmosphère était légère et paisible. Une fin d'après-midi, que mon frère dormait dans la tente, j'ai grimpé seul sur la crête. De là-haut, le monde tout entier se construisait d'un tapis vert ponctué de plaques grises et chauves, là où des épaules et des flèches rocheuses s'élevaient au milieu des arbres. Le ciel était clair et infiniment bleu. Une brise légère soufflait sur le lac. Je m'étais pris d'affection pour un petit éperon de granit rose qui rappelait le fond d'un canot renversé. De là, j'avais une vue panoramique et j'aimais beaucoup la sensation d'être entouré de cet espace extraordinaire. Assis là, dans la chaleur du soleil, j'ai fermé les yeux. J'entendais la brise dans les arbres. Elle avait un rythme, lent, mesuré. Ma respiration, pour s'y adapter, a ralenti. J'ai alors entendu mon nom, murmuré tout bas, tellement que j'ai d'abord cru que mon imagination me jouait des tours. Puis je l'ai entendu de nouveau. J'ai rouvert les yeux et regardé autour de moi. Personne. Que les branches des arbres qui se balançaient doucement dans la brise. Dans la vaste canopée du ciel bleu, de frêles nuages se déployaient en éventail. Me levant, je me suis avancé jusqu'au bord de la crête et j'ai baissé les yeux. La chute était vertigineuse.
Saul! Le mot s'était étiré, allongé tant qu'on aurait dit qu'il s'agissait d'autre chose. Je l'ai entendu quand même. Saul! J'ai de nouveau regardé en bas. J'ai vu des gens. À bord d'un canot, ils jetaient des filets dans l'eau jusqu'aux genoux. Des femmes cueillaient des quenouilles. Des enfants s'éclaboussaient en riant et en essayant d'attraper des menées. Quelques jeunes hommes sont sortis des arbres en transportant des carcasses de chevreuils sur des perches, et j'ai aperçu au pied de la falaise un campement composé d'une douzaine de wigwams. Des femmes entourées d'enfants qui couraient dans tous les sens grattaient des peaux tendues sur des claies faites de branches de peuplier. Deux aînés étaient assis autour du feu. Sous mes yeux, l'un des hommes a levé son regard vers moi, puis il a brandi le fourreau de sa pipe dans ma direction. Soudain, la nuit est tombée. Au centre du campement, les flammes du feu s'élevaient haut dans les airs, et dans la lumière vacillante, je voyais des gens danser. Quelqu'un jouait du tambour et des chants, aux syllabes de louanges aiguës et joyeuses, trouaient les ténèbres. Du feu montaient des parfums de cèdre, de sauge et de viande rôtie, et j'ai senti une grande faim. Puis le rythme du tambour et du chant a ralenti, et c'est devenu une danse sociale. J'ai entendu des rires, aussi clairs que les cris des oiseaux de nuit. Ensuite, au milieu de la nuit, le campement dormait dans la faible lueur bleutée de la pleine lune. Du feu ne montait plus que des voûtes de fumée qui s'élevaient au-dessus de toute chose. Deux chiens dormaient tout près. Au pied de la plage, les canaux s'entrechoquaient sous la faible poussée des vaguelettes qui roulaient sur les galets. Debout sur le rivage, l'homme que j'avais aperçu plus tôt devant le feu chantait. Il tenait à la main un long bâton au bout incandescent et j'ai senti l'odeur du foin, du tabac, du cèdre et de la sauge. Puis il a posé le bâton sur une pierre plate et à l'aide d'un long éventail de plumes, il a poussé la fumée au-dessus de lui. Dans le champ qui est monté vers moi, j'ai reconnu des bribes de la vieille langue. L'homme a brandi les bras très haut, les doigts écartés. Son chant terminé, il a baissé la tête. Un lourd silence a suivi. J'ai frissonné. Au bout d'un long moment, j'ai entendu venue de l'ouest la longue plainte d'un loup. Son chant a monté. Au moment où il atteignait son crescendo, j'ai vu le visage du vieil homme sur la face de la lune. Il a soutenu mon regard et la lumière de ses yeux m'a réconforté. Puis ses paupières se sont baissées et tout s'est transformé de nouveau. C'était le matin. La brume qui s'élevait du lac a gagné la plage de galets et enveloppé le campement. Un grondement a secoué le sol sous mes pieds et j'ai entendu des rochers descendre en cascade. Le grondement devenait de plus en plus fort et je me suis jeté par terre. Un nuage de poussière m'a enveloppé. Le silence qui a suivi était si profond qu'il m'a effrayé. Je me suis avancé au bord de la crête pour jeter un coup d'œil en bas. La paroi de la falaise s'était écroulée et le campement avait disparu. Il s'était volatilisé. Même les arbres avaient été rasés et des rochers jonchaient la plage. L'odeur crayeuse de la poussière de roc m'a fait pleurer et je suis resté là à sangloter, mes épaules se soulevant à la pensée de tous ces gens ensevelis sous la pierre. Saul? En me retournant, j'ai trouvé ma grand-mère, les bras grands ouverts. Je m'y suis blotti et j'ai pleuré en son sein. Chapitre 7. Ma grand-mère ne m'a jamais expliqué, mais c'était inutile. Je comprenais désormais pourquoi le lac de Dieu appartenait à notre famille. Certains des nôtres y avaient perdu la vie et leur esprit parlait encore depuis les arbres. Confusément, ce savoir m'a réconforté. Les femmes nous ont appris, à Ben et à moi, à confectionner des nattes complexes, à l'aide d'écorces d'osier rouge. Le tissage donnait un motif de notre grand-mère, et notre grand-mère nous observait de près pour être sûre que nous faisions du bon travail. Avant les changements apportés par l'homme blanc, les gens fabriquaient des mamawash kawipidan, des attaches pour le riz sauvage, exactement comme celle-ci. Chaque famille utilisait son propre motif pour distinguer sa récolte de celle des autres. On liait chacune des gerbes avec ses attaches. Elle travaillait en parlant. On aurait dit que ses mains pensaient toutes seules. La cueillette est une cérémonie. Pour ne jamais oublier que le riz sauvage est un don du Créateur. Un don de Dieu, m'a dit ma tante tout doucement. La vieille femme a répliqué avec lenteur. Peu importe l'adresse, l'expéditeur reste le même. Nous devrions prier avec le rosaire et rendre grâce comme il faut, insistait ma tante. C'est mal. C'est un blasphème, renchérit ma mère. Vous êtes revenu de cette école avec des mots qui ne s'appliquent pas à nous, a dit ma grand-mère. Ici, rien ne nous oblige à assujettir l'esprit à la peur. On nous a appris à craindre Dieu, a dit ma mère. Celui qui aime ne brandit pas la crainte et ne l'exige pas.
La vieille femme a interrompu son tressage pour s'adresser à ma mère et à ma tante. Celles-ci, cependant, ont poursuivi leur travail sans lever les yeux. Ici, vous avez l'occasion de redécouvrir nos anciennes coutumes et de vous les approprier. Je n'ai pas compris les paroles qu'elle a prononcées ce jour-là. Tout ce que je savais, c'est que les corvées auxquelles nous nous occupions, fabriquer des attaches pour la cueillette du riz sauvage, par exemple, me semblaient justes et bonnes. Après, ma grand-mère, Ben et moi avons pris un canot et pagayé, puis elle nous a appris à lier le riz sauvage en gerbes pour pouvoir le récolter plus efficacement. Pour nous guider à travers les champs de riz sauvage, elle se servait d'une longue perche à bout fourchu, elle se servait d'une longue perche à bout fourchu. Dans les mouvements lents et réguliers du canot, mon frère et moi suivions les instructions de notre grand-mère. C'est seulement plus tard, une fois les rabats de la tente descendus, que, bercés par les voix des adultes et de la tente C'est seulement plus tard, une fois les rabats de la tente descendus, que, bercé par les voix des adultes et les crevinements du feu, je me suis aperçu que mon frère n'avait pas toussé une seule fois. Il a dormi paisiblement jusqu'au matin. Quand a débuté la lune du riz sauvage, on nous a confié à Ben et à moi la tâche de creuser 2 foyers peu profonds et de ramasser du petit bois. Puis, à quelques mètres des feux, nous avons creusé un autre foyer légèrement plus profond que nous avons recouvert d'une bâche en toile. Le premier jour de la cueillette, nous avons allumé les feux dès l'aube. Dans la fraîcheur matinale, ma grand-mère a chanté dans la vieille langue, sa voix se réverbant sur l'eau avant d'être envoyée par la paroi de la falaise. Elle a laissé tomber du cèdre frais sur les flammes. Mon frère et moi, nos poumons gonflés d'air frais, avons tenté d'unir nos voix à celles de la vieille femme, même si nous ne connaissions pas les paroles. Ben, secoué par une quinte de toux, a dû s'arrêter. Mes parents, ma tante et mon oncle sont restés en retrait, près des arbres. Avec le bout de sa botte, mon père traçait des cercles dans la poussière. Après le repas, les adultes ont pagayé jusqu'au lit de riz sauvage. Ben et moi nous occupions du feu. Lorsque nous avons eu une couche de braise suffisante, nous avons posé les bassines en métal apportées par notre grand-mère sur de robustes bûches de bois vert afin de bien les chauffer. Nous savions ce qui allait se produire à bord des canots. Elle nous l'avait expliqué. Les hommes vont guider les canots au milieu des plans. Nous, les femmes, nous allons tirer les tiges de riz sauvage à l'aide d'un bâton, puis nous allons les frapper avec un autre bâton pour faire tomber les grains de riz sauvage dans le canot. Bientôt, le claquement sonore des bâtons est parvenu jusqu'à nous, au-dessus de l'eau. Nous allons continuer jusqu'à ce que les canots soient remplis à ras-bord. Puis les femmes vont nous ramener auprès des feux. Au bout d'une heure environ, nous avons entendu un cri. Au loin, les canots émergeaient à peine des plants de riz, si bas sur l'eau qu'elles semblaient sur le point de couler. Les femmes étaient assises à l'avant. Nous pouvions voir les grains de riz sauvage s'accumuler entre leurs jambes, puisqu'elles avaient recouvert d'un épais pantalon. Et s'étaient recouvertes d'un épais pantalon pour se prémunir contre les morsures des vers du riz sauvage. Ma grand-mère, ma mère et ma tante pagayaient délicatement. Debout à l'arrière, les hommes, à l'aide de leurs perches, poussaient les canots vers l'avant. Ils ont mis une éternité à parcourir toute la largeur du lac. Lorsqu'ils ont été à proximité, je suis entré dans l'eau pour guider l'avant des canots afin qu'ils soient le plus près possible de la plage. J'ai aidé les femmes à débarquer et à 4, nous avons hissé les canots sur le rivage rocailleux. Dès que mon père et mon oncle ont eu échoué les canots sur les galets, nous avons commencé à jeter le riz sauvage dans les bassines en métal. Une fois les bassines pleines, les hommes les ont transportés jusqu'au feu et les femmes ont remué le riz sauvage à l'aide des rames. Elles se frottaient les yeux à cause de la fumée qui les enveloppait. Pendant ce temps, mon père et mon oncle sont entrés dans la forêt et en sont ressortis avec de longues perches, qu'ils ont écorcées avant de les planter dans des trous creusés de part et d'autre du trou plus profond, recouvert par la bâche. Quand le riz sauvage a été assez rôti, ma grand-mère nous a fait signe, à Ben et à moi, et nous avons pris position à côté des hommes. Dans l'ancien temps, il était important que les garçons apprennent à être des hommes, à assumer leurs responsabilités. La danse du riz sauvage était un des moyens d'apprentissage, expliquait ma grand-mère. Le riz sauvage est sacré. Sur l'ordre du Créateur, les Anishinabeg, les Ojibwés ont quitté le Grand Lac pour venir vers l'est et découvrir leurs terres. Quand ils sont arrivés là où la nature pousse sur l'eau, il leur a dit de s'arrêter. Nous avons trouvé le pays du riz sauvage. Vous, les garçons, vous allez séparer les cosses des grains de riz sauvage rôtis en les écrasant à pas mesurés et constants. Moi, je vais chanter le chant du riz en utilisant le hochet de votre grand-père. Les perches plantées de chaque côté du foyer sont là pour vous aider à garder votre équilibre.
Notre grand-mère a frotté nos pieds avec des herbes sacrées et bredouillé une prière. Quand elle a commencé à chanter le hochet à la main, Ben et moi sommes entrés dans le foyer. Sous nos pieds, les cosses de riz se dérobaient follement et nous avions du mal à suivre le rythme. Le son des grains séchés dans le hochet rappelait celui des cosses de riz. Le craquement des cosses sous nos pieds nous imposait une sorte de rythme presque insoutenable. Une fois certaine que le premier lot de riz sauvage était bien décortiqué, notre grand-mère nous a fait signe de s'arrêter. Dès que nous sommes sortis du foyer, notre père et mon oncle ont soulevé la bâche et déposé le riz sauvage sur une couverture, posée sur des pierres près du rivage. Ma mère et ma tante ont rempli des paniers de riz sauvage, puis face au vent, ont commencé à le faire sauter en l'air. Sous nos yeux, la brise emportait des fragments de cosse. Puis on a de nouveau rempli le foyer et Ben et moi avons commencé à fouler le nouveau lot. Nous avons travaillé toute la matinée, les jambes en feu. Benjamin s'efforçait de cacher ses quintes de tout aux adultes. Quand j'ai voulu appeler, il m'a regardé et a secoué la tête, son poing sur la bouche. Le soleil était haut dans le ciel lorsque nous sommes entrés dans le foyer pour fouler le dernier lot. Mon frère s'est aspergé le visage avec de l'eau, puis il s'est essuyé. Il s'appuyait plus lourdement sur la perche, plié en deux par les accès de toux qui le secouaient de ta tête aux pieds. Cette fois, après 2 ou 3 foulées seulement, il a été terrassé par une autre quinte. Une écume de sang a jailli de sa bouche et a arrosé le riz sauvage à nos pieds. Benjamin s'est appuyé sur la perche et il est tombé sur le flanc, au bord du foyer. J'ai crié. Nous avons tiré mon frère de là et nous l'avons allongé sur une couverture à l'abri des arbres. Il toussait sans arrêt et ses poumons laissaient entendre un bruit mouillé, vaseux. Ma grand-mère a décrété que nous devions le déplacer. Mon frère était tout mou et brûlant, frêle sous mes mains, vide. Quand nous l'avions déposé des branches d'épinette dans la tente, il a semblé s'y enliser, comme si la terre, dans sa volonté de le revoir, lui ouvrait déjà les bras. À tour de rôle, nous lui avons apporté de l'eau, la vieille femme et moi. Les autres restaient à bonne distance. Nous les entendions conférer près du feu. Ma grand-mère, elle, était trop occupée à préparer des thés et des potions à l'aide de racines qu'elle avait découvertes dans la forêt avoisinante pour faire attention à eux. Je sentais le gouffre en eux et nous trois, comme s'il s'agissait d'une créature vivante. La distance entre nous semblait infranchissable. Ce n'était pas la première fois que Ce n'était pas la première fois. Je me souviens d'avoir eu peur de mes parents. Ils attisaient le feu et restaient assis dans son ombre. La lune s'est levée. Incapable de garder mes yeux ouverts, je me suis appuyé sur ma grand-mère, à l'extérieur de la tente, où mon frère toussait dans le noir, et je me suis endormi. Au matin, il était mort. C'est radical. Dernier chapitre de cette première vidéo, chapitre 8. Les lamentations que poussait ma mère au bord de la rivière avaient quelque chose de surnaturel. Debout près du feu, mon père se frottait les mains en marmonnant entre ses dents. Enlacés, mon oncle et ma tante récitaient le chapelet en pleurant. C'est ma grand-mère qui a préparé le corps de mon frère. Elle a trempé des branches de cèdre dans l'eau du lac pour le laver. Je l'entendais chanter dans la tente. J'avais la gorge si serrée que pour un peu, je me serais mis à tousser moi aussi. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. À la place, la vieille femme, une fois les sessions terminées, est sortie de la tente et nous a convoqués près du feu. Nous allons l'honorer selon les rites anciens, a-t-elle déclaré. Nous allons le transporter sur une hauteur et l'inhumer dans le sein de la terre, ses pieds tournés vers le levant. Ainsi, son esprit pourra suivre le soleil pendant sa course dans le ciel et entreprendre sa grande marche. Païenne, a craché ma mère, c'est mon fils, nous l'emmenons chez le prêtre. Les Blancs ne vont pas l'honorer. Tu ne l'honores pas, a crié ma mère. Tu l'as entraîné dans ce trou perdu. Tu nous avais promis que les choses redeviendraient comme avant. Mais c'est fini tout ça. Ils sont morts, ces yeux-là. Nous devons emmener mon fils chez le prêtre qui va le conduire dans le sein du Christ. Tu es aveugle par la douleur. Ma grand-mère a tendu le bol qui contenait les remèdes sacrés, mais ma mère l'a envoyé valser d'une claque bien sentie. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est mon fils à moi. Il va être enterré sur le rite de l'église. Nous avons vendu le riz sauvage qui lui a coûté la vie pour acheter un cercueil et il aura des funérailles en bonne et due forme. Pas ici. Il ne sera pas enterré dans un trou creusé n'importe où. Ma mère s'est avancée vers mon père, lui a pris les mains et l'a entraîné loin du feu. Ma tante et mon oncle les ont suivis. Ils ont discuté au bord de l'eau. Mon père, revenu seul, s'est campé devant la vieille femme de l'autre côté du feu. Nous l'emmenons chez le prêtre, a-t-il dit. La journée est encore jeune. Assez pour un bon bout de chemin. Tu sais ce qu'aurait dit ton père? A-t-elle demandé. Non, a-t-il répondu. Je n'ai pas entendu sa voix depuis longtemps. Il aurait dit que tous les dieux ne sont qu'un. Elle ne voudra rien entendre. Et toi?
Mon père, pinçant les lèvres, s'est balancé sur ses talons. J'ai été témoin de son combat intérieur. Kawin, non, je suppose que non, a-t-il dit. Il fait dire que tu peux venir avec nous ou rester ici. Je ne viens pas. Nous serons absents pendant un long moment. Tu peux veiller sur Saul, mieux vaut qu'il attende ici avec toi. Il sera très bien avec moi. Nous avons de quoi manger, des collets et le filet. Très bien alors. Très bien. Les adultes ont entassé des sacs de riz sauvage dans 2 canots. Ils en ont laissé un petit pour nous. Ils ont réuni leurs vêtements et d'autres denrées en prévision du voyage, puis ils se sont rapprochés du feu. À cet instant, mes parents m'ont fait l'effet d'être des inconnus. C'est peut-être le chagrin causé par la mort de mon frère qui les avait décidés à agir avec autant de résolution. Parfois, je pense que la situation aurait peut-être pris une autre tournure si j'avais crié. Les mots, cependant, m'ont fait défaut. J'ai vu mon père et mon oncle transporter le cadavre de mon frère enroulé dans une couverture de la tente jusqu'au canot. Ils l'ont poussé au centre, appuyé sur des sacs de riz sauvage. Jamais je n'avais autant pleuré. Je voulais que tout s'arrête, qu'il revienne auprès du feu. Je voulais entendre ma grand-mère nous raconter des histoires de sa voix empreinte de sagesse, nous indiquer la voie à suivre. Lorsqu'ils se sont éloignés sur les hauts fonds, ma grand-mère m'a entraîné contre elle et elle a posé sa main sur ma tête. Quand encore aujourd'hui je repense à cette journée, je vois le chatoiement laissé par les canots dans leur visage. Je repense à cette journée, je recommence, désolé. Quand encore aujourd'hui je repense à cette journée, je vois le chatoiement laissé par les canots dans leur sillage, les V, les lignes divergentes qui léchaient le rivage. Je vois le dos courbé de mon père, qui pagayait, et, à l'avant, la silhouette accroupie de ma mère, qui caressait l'eau avec sa rame. Je vois le canot, à bord duquel le cadavre de mon frère a glissé entre les cairns de pierre avant de disparaître à jamais.